jour 6 de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous parlerons du centrage présent dans le design, de la conception de nos bâtiments, de nos villes, de nos services, de nos vêtements, de notre technologie. Tout d'abord, notre monde est conçu pour les corps valides. L'estimation la plus récente de l'Organisation mondiale de la santé suggère qu'environ 1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent en situation de handicap. Le handicap est en soi normal, ce n'est pas non plus une identité fixe. En tant que nourrissons, nous sommes tous dépendants et nous sommes nombreux à traverser des phases d'invalidité tout au long de notre vie, après une intervention chirurgicale ou pendant la maladie ou avec l'âge. Le mot a une fluidité souvent niée. Dans son livre « Que peut faire un corps ? Comment nous rencontrons le monde construit ?» Sarah Hendren explique comment les meubles et les outils, les cuisines, les campus et les rues de nos villes sont construits avec le corps valide à l'esprit. Un handicap est toute condition du corps ou de l'esprit qui rend plus difficile pour la personne de faire certaines activités et d'interagir avec le monde qui l'entoure. Le handicap est extrêmement diversifié. Il peut être physique ou mental. Il peut être visible ou invisible. Il peut s'agir d'une déficience physique, sensorielle, cognitive, intellectuelle, d'une maladie mentale et de divers types de maladies chroniques. Le handicap peut affecter la vision, l'audition, la pensée, l'apprentissage, le mouvement, la santé mentale, la mémoire, la communication, les relations sociales. Les personnes en situation de handicap déclarent avoir besoin de plus de soins de santé et ont des besoins non satisfaits plus importants. Par exemple, une enquête récente auprès de personnes souffrant de troubles mentaux graves a montré qu'entre 35% et 50% des personnes dans les pays développés et entre 76 et 85% dans les pays en développement n'avaient reçu aucun traitement dans l'année précédant l'étude. Les personnes en situation de handicap rencontrent une série d'obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder aux services de santé, notamment les suivants. Coût prohibitif. La moitié des personnes en situation de handicap n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé. Disponibilité limitée des services. Des recherches menées dans les États de l'Uttar Pradesh et du Tamil Nadu en Inde ont révélé qu'après le coût, le manque de services dans la région était le deuxième obstacle le plus important à l'utilisation des établissements de santé. Obstacle physique, l'accès inégal aux bâtiments, hôpitaux, centres de santé, l'équipement médical inaccessible, la mauvaise signalisation, les portes étroites, les marches, les toilettes inadéquates et les parkings inaccessibles créent des obstacles aux établissements de santé. Par exemple, les femmes à mobilité réduite sont souvent incapables d'accéder au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus parce que les tables d'examen ne sont pas réglables en hauteur et que l'équipement de mammographie ne peut accueillir que les femmes capables de se tenir debout. Compétences et connaissances inadéquates des agents de santé. Les personnes en situation de handicap sont 4 fois plus susceptibles de déclarer avoir été maltraitées par le personnel soignant. Le validisme est un ensemble de croyances ou de pratiques qui dévalorisent et discriminent les personnes souffrant de handicap physique, intellectuel ou psychiatrique et repose souvent sur l'hypothèse que les personnes en situation de handicap doivent être réparées sous une forme ou une autre. Le validisme est ne pas intégrer l'accessibilité dans les plans de conception des bâtiments sans écriture braille sur les panneaux, les boutons d'ascenseur, la création de sites web inaccessibles, les blagues sur les personnes en situation de handicap, le mouvement eugénique du début des années 1900 ou le meurtre de masse de personnes en situation de handicap en Allemagne nazie, considéré comme un fardeau financier pour la société. Mais qu'en est-il du validisme quotidien ou mineur ? À quoi cela ressemble-t-il ?
Cela s'illustrera par différentes choses. Choisir un lieu inaccessible pour une réunion ou un événement, excluant donc certains participants. Utiliser le véhicule électrique de quelqu'un d'autre comme repose-main ou pied. Présenter le handicap comme tragique ou inspirant dans les reportages, les films et autres formes de médias populaires. Utiliser un acteur valide pour jouer un personnage en situation de handicap dans une pièce de théâtre, un film, une émission télévisée ou une publicité. Créer un film sans sous-titres. Utiliser les toilettes pour personnes en situation de handicap quand vous êtes valide. Parler à une personne en situation de handicap comme s'il s'agissait d'un enfant. Parler d'elle plutôt que directement avec elle ou parler à sa place. Poser des questions indélicates sur les antécédents médicaux ou la vie personnelle d'une personne en situation de handicap. Supposer que les personnes doivent avoir un handicap visible pour être réellement handicapées. Ou demander si une personne est réellement handicapée ou dans quelle mesure elle est handicapée. Demander comment êtes-vous devenu handicapé, etc., etc. Les microagressions sont des expressions verbales ou des comportements quotidiens qui communiquent une insulte ou une perception négative concernant l'identité de genre, la race, le sexe, le handicap, etc. Des expressions courantes impliquent qu'un handicap réduit la valeur de la personne et que le handicap est mauvais, négatif, un problème à résoudre plutôt qu'une partie normale et inévitable de l'expérience humaine. Beaucoup de gens ne veulent pas être insultants et ont de bonnes intentions, mais même des commentaires et des actions bien intentionnées peuvent avoir de graves conséquences pour leur destinataire. Le privilège des personnes valides suppose que chacun peut voir, marcher, entendre et parler. À partir de là, les individus qui s'identifient comme valides obtiennent certains privilèges dans la société, comme avoir un monde construit pour ceux qui peuvent monter des escaliers. Toutefois, le fait de designer notre monde pour les hommes adultes, aisés, blancs et valides nous fait ignorer la vaste majorité de la population. Les personnes de toutes formes et couleurs ont besoin de se voir reflétées dans tous les aspects et couches de la société. Nous avons besoin d'un design inclusif. D'abord parce que nos produits sont aujourd'hui designés pour des corps blancs. Avez-vous déjà pensé pourquoi les produits couleur chair sont étonnamment beiges? Des pansements aux chaussures, en passant par le maquillage ou la lingerie, montrant que le blanc est la norme. Une fois de plus, l'histoire est centrée sur ce qui est considéré comme la norme. Dans son livre « Femmes invisibles, comment le monde est fait par et pour les hommes », Caroline Criado-Pérez donne quelques exemples. Les toilettes et l'inévitable file d'attente. Les femmes mettent jusqu'à 2,3 fois plus de temps que les hommes pour utiliser les toilettes. Elles constituent la majorité des personnes âgées et handicapées, deux groupes qui ont tendance à avoir besoin de plus de temps aux toilettes. Les femmes sont également plus susceptibles d'être accompagnées d'enfants ainsi que de personnes handicapées et âgées. Ensuite, il y a 25% de femmes en âge de procréer qui peuvent avoir leurs règles à tout moment et qui doivent donc changer de tampon ou de serviette hygiénique. La grossesse réduit considérablement la capacité de la vessie et les femmes sont 8 fois plus susceptibles de souffrir d'infections urinaires. Face à toutes ces différences anatomiques, un espace au sol égal entre les hommes et les femmes n'est certainement pas une conception inclusive. Accident de voiture. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être impliqués dans un accident de voiture. Mais lorsqu'une femme est dans un accident, elle est 47% plus susceptible d'être gravement blessée et 17% plus susceptible de mourir. Et tout dépend de la façon dont la voiture est conçue et pour qui. Les voitures ont été conçues à l'aide de mannequins de crash test basés sur le corps masculin moyen, mesurant 1,77 m et pesant 76 kg. Ce n'est qu'en 2011 que les États-Unis ont commencé à utiliser un mannequin de crash test féminin. L'air conditionné. La plupart des bureaux sont trop froids de 5 degrés pour les femmes, car la formule pour déterminer leur température a été élaborée dans les années 60 sur la base d'un taux de repos métabolique d'un homme de 40 ans et de 70 kg, alors que le métabolisme des femmes est plus lent. Le smartphone moyen est trop grand pour les mains de la plupart des femmes et ne rentre pas souvent dans nos poches. Les logiciels de reconnaissance vocale sont formés aux enregistrements de voix masculines. La version de Google est 70% plus susceptible de comprendre les hommes.
Et enfin, les vêtements pour femmes sont contraignants et limitants des mouvements. Les talons, les doux soutiens-gorge, les corsets, l'absence de poche. La conception des vêtements pour femmes a été basée sur leur sensualité pour le regard masculin plus que sur le confort de la personne qui les porte. Mais ce n'est pas seulement la conception des produits physiques, c'est aussi la façon dont les médias et la technologie numérique sont conçus. Les algorithmes sont en fait des décisions automatisées. Dans Algorithmes d'oppression, comment les moteurs de recherche renforcent le racisme, Safia Umoja Noble explique combien de personnes considèrent Google comme neutre, comme une bibliothèque. Cependant, Google n'est pas neutre. C'est une énorme société commerciale motivée par le profit. Le système de classement utilisé par Google amène les gens à croire que les meilleurs sites sont les plus populaires, les plus fiables et les plus crédibles. En fait, il peut s'agir de ceux qui appartiennent aux personnes les plus disposées à payer ou à des personnes qui savent naviguer le système grâce à l'optimisation des moteurs de recherche SEO. Le classement est lui-même une information qui reflète les valeurs politiques, sociales et culturelles de la société dans laquelle opèrent les moteurs de recherche. Les femmes ne représentent que 11% des développeurs de logiciels, 25% des employés de la Silicon Valley et 7% des partenaires des sociétés de capital risque. Les octets peuvent être neutres, mais les programmateurs sont souvent volontairement ou involontairement biaisés. Et cela influence la conception de tout notre avenir. C'est pour ça que nous avons besoin de diversité dans l'espace technologique. Et non seulement de diversité des genres, mais aussi de neurodiversité. La neurodiversité fait référence aux différentes façons dont le cerveau peut travailler et interpréter les informations. Cela montre que les gens pensent naturellement les choses différemment. Nous avons des intérêts et des motivations différents, et nous sommes naturellement meilleurs dans certains domaines et plus pauvres dans d'autres. La plupart des gens sont neurotypiques, ce qui signifie que le cerveau fonctionne et traite les informations de la manière attendue par la société. Cependant, on estime qu'environ une personne sur 7 est neurodivergente, ce qui signifie que le cerveau fonctionne, apprend et traite les informations différemment. Et c'est la plupart du temps invisible et mal diagnostiqué. La popularité de la neurodiversité a énormément augmenté en grande partie à cause du buzz entourant le livre de Steve Silberman, Neurotribu. La neurodivergence comprend les troubles du déficit de l'attention, la dyslexie, la dyspraxie et l'autisme. Le déficit de l'attention affecte la capacité de la personne à contrôler son attention, ses impulsions et sa concentration et peut causer de l'inattention, l'hyperactivité et de l'impulsivité. On estime qu'environ 4% de la population souffre de TDAH. On estime que 10% de la population est dyslexique. C'est une difficulté du traitement du langage qui peut causer des problèmes de lecture, d'écriture et d'orthographe. Les personnes affectées peuvent avoir des difficultés à traiter rapidement l'information, à conserver la mémoire, à organiser, à séquencer, à parler et à motiver. On estime que jusqu'à 5% de la population est dyspraxique. Cela concerne des problèmes de coordination physique et pour la plupart d'organisation de la pensée. Les personnes atteintes de dyspraxie peuvent sembler maladroites ou avoir des troubles de la parole et peuvent avoir des difficultés avec des tâches nécessitant un séquençage, une structure, une organisation et un chronométrage. Enfin, l'autisme a un impact sur la façon dont une personne perçoit le monde et interagit avec les autres, ce qui rend difficile pour elle de capter les signaux sociaux et de les interpréter. On estime qu'environ 1 à 2% de la population est autiste. Néanmoins, la population neurodiverse reste un vivier de talents largement inexploité, dont le taux de chômage atteint jusqu'à 80%. La plupart des diplômés universitaires atteints d'autisme ne trouvent pas d'emploi. Aux États-Unis, 80% des diplômés universitaires touchés par l'autisme sont au chômage, contre un taux de 4,5% au niveau national. Les 2/3 des jeunes autistes n'avaient ni emploi ni projet d'études pendant les 2 premières années après le lycée. Bien que les personnes neurodiverses puissent exceller dans les domaines importants,
beaucoup d'entre elles ne réussissent pas leurs entretiens d'embauche. Par exemple, les personnes autistes n'établissent souvent pas un bon contact visuel, changent de sujet dans la conversation et peuvent être trop honnêtes au sujet de leurs faiblesses. La plupart des entreprises devraient donc ajuster leur politique de recrutement, de sélection et de développement de carrière pour refléter une définition plus large du talent. Pourtant, la neurodiversité est un avantage concurrentiel. Au cours de la dernière décennie, les grandes entreprises, en particulier les entreprises de technologie, ont reconnu leurs compétences particulières pour résoudre des problèmes extrêmement compliqués. Souvent, les talents neurodivers possèdent une intelligence supérieure à la moyenne en termes de mémoire ou de mathématiques. SAP s'est engagé à ce qu'1% de ses équipes soient issus de ce collectif. Et nous pouvons voir des séries comme Atypique ou Love on the Spectrum donnant une image différente de la neurodiversité à un public plus large. Comme exercice aujourd'hui, réfléchissons au design. Quand avez-vous été affecté par un design non inclusif? Analysez votre bureau, votre maison. Dans quelle mesure sont-ils accessibles? Que pouvez-vous faire pour les améliorer? Avez-vous une personne neurodiverse dans votre organisation ou dans votre entourage? Quels ajustements peuvent être faits pour que cette personne se sente plus à son aise? Tenez-nous au courant. Bon courage.